Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure dans l'autre journal, votre émission, l'émission produite par l'Alternative. Vous l'avez certainement appris, le coton togolais n'appartient plus au Togo. Il a été bradé au groupe Olam, une société indienne de triste réputation. Et raison, c'est que la société, la nouvelle société cotonnière togolaise est en faillite, et c'est le cas de plusieurs autres sociétés dans le pays. Par exemple, T-Oil, qui aujourd'hui, une société dans laquelle on rencontre des détournements, des malversations. Nous en parlons sur le plateau avec Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à ceux qui nous suivent. Avec Ferdinand, nous avons M. Koko Edo Semenyon. Il est expert en santé publique et chargé à la communication du Fonds citoyen Togo Debout. M. Koko, bonjour. Bonjour les filles. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Nous restons avec vous pour parler santé. Comment se présente la situation du coronavirus aujourd'hui dans le pays? Bon, la situation du Togo, vous le savez tous comme moi, le comité de poste que dirige le professeur Tibri était hier en conférence de presse et il a présenté la situation du Togo. Le cas sort à 61 et donc à 661 cas actifs, donc 441 guéris et 200 et quelques actifs et 14 morts. Comme nous le savons, donc la mort des patients de Covid-19 ne sont pas évolués. On dirait qu'on a plus ou moins, ou bien le Togo maîtrise plus ou moins la situation de Covid-19. Sinon, les activités, comme vous l'aurez constaté, ont repris. Les élèves ont commencé, du moins avec ceux de la classe des AVEC. Et aussi, on envisage aussi d'autres mesures à élargir maintenant le champ de liberté, j'allais dire, sur d'autres secteurs d'activité. On parle également de la reprise très prochaine des cultes dans les églises, ce qui n'est pas encore fait. Mais la situation n'est plus alarmante comme on l'a vu au début de la maladie, puisque ça a été une surprise pour même les grands pays, les pays développés en matière de santé. C'est vrai, nous ne pouvons pas, nous, des pays pauvres comme le Togo, qui vivent de l'économie informelle, on ne peut pas continuer à rester sous confinement. Comment serait notre économie et comment serait la vie de nos citoyens, vous le savez. Donc, il y a plus de peur comme avant. Cette psychose n'est plus. Maintenant, je pense que les uns et les autres sont maintenant suffisamment avertis sur la maladie pour vivre avec cette maladie. Si on continue de craindre cette maladie comme on l'aurait fait avec le sida, je pense que ça ne peut pas aller. On doit maintenant vivre avec cette maladie en respectant bien sûr les mesures barrières que nous connaissons tous. Donc je pense que la situation au Togo évolue. Si nous prenons le tableau que le comité de riposte a dressé hier. Okay. Merci beaucoup. Ferdinand, la situation n'est plus alarmante, mais on a l'impression que l'état d'urgence décrété depuis le 1er avril, ça doit faire 3 mois. Maintenant, on a dépassé les 3 mois, mais on a l'impression que l'état d'urgence n'est pas levé. Oui, normalement, il faut une allocution ou un discours à la nation pour essayer de situer où est-ce qu'on en est actuellement. Vous savez, nos autorités sont bavardes en communication. Depuis cette histoire-là, Fogna Singbe n'a fait qu'un seul discours, pendant qu'un président comme Nana Addo en a fait une dizaine. En France, on en a fait autant. Au Sénégal, on a fait beaucoup de discours. Bon, ici... Bon voilà, c'est l'habitude, on ne parle pas beaucoup. Maintenant, il faut situer les populations. Mais je suis d'avis avec notre invité pour dire qu'il faut apprendre à vivre avec la maladie. Elle va continuer par se propager, soit
de façon large si on ne prend pas les mesures, ou soit de façon moyenne. Maintenant, dès le départ, lorsqu'on a parlé de la Covid, ça a été la panique mondiale. Et donc tout le monde a commencé par prendre les mesures, à fermer les frontières. Mais nous savons que chez nous, ici en Afrique, au Togo, il y a des maladies qui tuent plus que la Covid, qui tuent tous les jours. Le palu, les hépatites tuent beaucoup plus. Même le cancer aujourd'hui tue ici, le diabète. Et donc personne n'en parle. Donc on ne va pas faire de la Covid une maladie spéciale. Il faut apprendre à vivre avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la Covid, il y a tout un business qui se développe aujourd'hui autour de la Covid et que les gens ne veulent pas entendre parler d'autres maladies parce que la Covid leur permet d'écouler les produits pharmaceutiques, les masques, les gels et tout. Et donc nous devons nous rendre compte qu'il faut avancer. Il faut avancer dans le calme. Les gens peuvent continuer le dépistage. Si quelqu'un est malade, on le prendra en soin. Et que bon, l'économie tourne parce que nos économies sont déjà très fragiles. Si on continue de maintenir les gens, je ne sais pas comment le dire, en confinement, nos économies vont s'écrouler. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut qu'à un moment donné, on arrête de parler aussi un peu de la Covid, qu'on parle du palu qui tue les gens tous les jours. Nous sommes en saison de palu, avec les moustiques partout, les gens sont tout le temps malades. Et plus personne ne compte les morts de palu. Voilà, et alors qu'il y en a tout le temps. Et il faut qu'on parle des morts de diabète, des morts de cancer, des hépatites, tout ça. Donc, voilà ce que moi je pense. On attend que les autorités nous disent, après les 3 mois de l'état sanitaire, ou bien état d'urgence sanitaire, après ces 3 mois-là, qu'on nous dise la marche à tenir. Mais nous sommes tous d'accord qu'on va vers beaucoup plus de flexibilité. La peur, c'est la prochaine rentrée. Les élèves qui sont déjà assez nombreux dans les classes, comment il faut les distancier pour que bon, les parents soient calmes lorsque les enfants iront à l'école, c'est tout. Oui, M. Koko, Espérance Santé, Covid-19 aura révélé les dessous du système sanitaire togolais. Oui, c'est vrai, et c'est ce que nous dénonçons tout le temps. Le problème de santé au Togo, c'est un problème très, très, très sensible, puisque vous n'êtes pas sans savoir que si vous allez dans nos centres de santé, par exemple, je prends le CHU, Sylvanus Olympio, quittons le CHU Sylvanus Olympio, allons au CHU Campus, au CHU Cara, n'en parlons pas. On n'a rien pratiquement. Regardez les plateaux techniques, c'est zéro. Vous comprenez? Donc, cette Covid-19-là a le mérite, je vous le dis sincèrement, d'avoir orienté maintenant, ou bien doit orienter, puisque nous ne sommes pas encore sortis, voilà, doit orienter maintenant l'attention des décideurs sur un système de santé performant. Vous n'êtes pas sans savoir que avoir accès à un soin de santé de qualité, c'est un droit. C'est un droit inaliénable. C'est un droit au même titre que les droits politiques et civils. Mais ce qu'on constate, surtout au Togo, c'est comme si la santé est reléguée au second rang. Vous allez au-delà du comportement des personnels soignants, l'État a beaucoup à faire. D'abord la gestion des centres de santé, les infrastructures, le personnel, l'État a beaucoup à faire dans cette histoire-là. Regardez le CHR Lomé Commune qui abrite le cas de Covid-19. Ce centre, en réalité, ne répond pas. Mais je pense qu'avec cette situation, tout doit évoluer. Sinon, on ne va pas à l'hôpital pour mourir. Quand tu vas à l'hôpital, c'est pour sortir, comment on appelle, guéri. Mais quand tu vas dans nos hôpitaux, dis-toi que tu vas pour trouver la mort. Ça, c'est sûr. Vous comprenez? D'abord, il y a même des médicaments, même qui ne sont même pas dans les pharmacies, qui sont dans les centres
Vous comprenez? On ne sait pas ce qu'on fait avec la gestion des hôpitaux. D'abord, j'ai déjà parlé de l'infrastructure. Regardez l'infrastructure d'accueil. Ça n'a rien à voir avec les centres de santé qu'on a connus dans d'autres pays. Vous comprenez? Donc, si réellement, comme on le dit ici, que cette situation de Covid-19 va réveiller les dirigeants qui font semblant de dormir, je pense que ça va faire du bien à la population. Vous ne pouvez pas gouverner un pays si vous ne mettez pas accent sur la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé va de pair avec le développement. Les concitoyens, vos concitoyens doivent être en bonne santé avant de travailler pour produire. Vous comprenez? Mais si vous négligez la santé, mais dites-vous que vous n'aurez que des malades et vous n'aurez que des situations que nous vivons aujourd'hui. Donc nous exhortons les décideurs, le pouvoir public à faire quelque chose et à relever le niveau de notre santé. C'est vrai que les exigences de l'OMS en matière de sanitaire ne sont pas respectées, puisque l'OMS dit l'État est subdivisé, soit en régions. Vous avez 5 régions comme nous l'avons au Togo. Nous devons normalement avoir 5 CHU au Togo. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut que l'État puisse revoir sa position. Regardez par exemple l'UMOA qui dit qu'il faut un tel nombre de quotas pour le budget de la santé. Si vous prenez le Togo, le budget de la santé n'évolue jamais. Et on n'a qu'un seul, le ministre de la Santé qui est arrivé depuis il y a 5 ans bientôt, lui aussi n'a qu'un seul programme. Privatisation, privatisation. Et ça ne donne quoi? Rien. Privatisation que nous constatons maintenant dans d'autres sociétés d'État. Ce sont les initiatives des institutions de Bretton Woods qui ne cadrent pas avec nos réalités. Vous allez voir bientôt, quand on commence cette privatisation au niveau des centres, comme le dit le ministre que c'est un succès, nous disons que c'est faux, ce n'est pas un succès. Les coûts vont revenir très cher pour les patients. Vous allez constater ça très bientôt. Maintenant, les centres de santé vont devenir comme un centre commercial du business où les privés aussi vont profiter plutôt que les centres publics. Donc, nous demandons vivement à l'État que cette situation les réveille à revoir nos état de santé. Puisque la santé et le développement, comme je l'ai dit, vont de pair. Merci beaucoup, M. Goko. Peut-être que l'État en est conscient, c'est pourquoi on construit un hôpital de référence Saint-Pélégrine, comme nous allons accueillir dans ce mois de juillet, comme l'a dit un ministre du gouvernement. Nous sommes dans le mois de juin, peut-être que d'ici là, on va retrouver. M. Goko a lâché le mot tout à l'heure, la privatisation. Cette semaine, nous avons constaté de la Sotoko à la NCT, maintenant de la NCT à Olam. On peut dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec la privatisation des sociétés d'État? Non, mais nous assistons tous malheureusement à cette vague de privatisation depuis quelques années. On nous dit, voilà, les sociétés ne sont pas bien gérées, il y a des déficits, il y a des problèmes, et puis bon, soit on change le nom de la société, soit on la privatise. Vous savez que l'OTP est déjà passé à SNPT, et lorsque l'OTP est passé à SNPT, il y avait une dette de 109 ou quelque chose milliards de francs CFA qui a été transférée sur la dette publique, donc payée par vous et moi et ceux qui nous suivent. Alors, la SNCT, c'est celle qui est née de la Sotoko. Et la Sotoko a été gérée de façon catastrophique durant plusieurs années. Cette société a produit des milliards et des milliards sur la base de la force des bras des paysans. Mais ces milliards ont enrichi des individus et tout le monde se sucrait sur cette société. Et rappelez-vous, en 2005, cette société a connu aussi, est devenue une société de triste mémoire. En 2005, quand vous lisez les rapports de l'ONU, les rapports de la LTDH ou de la FDH sur les massacres de 2005, c'est avec les voitures de la Sotoko, les camions, qu'on allait convoyer les milices
dans les zones de Sotoubois, tout ça, pour déverser à Takwame, pour massacrer les gens et les amener aussi à Lomé. On les a stockés à Togo 2000 et on leur a donné des gourdins cloutés, des machettes et tout ça. Et donc, les voitures de la Sotoko, l'argent de la Sotoko a servi à financer des milices pour massacrer des gens. Et la ville d'Atakwame qui a connu un lourd tribut dans cette affaire-là ne s'est pas encore remise de ses plaies. Alors, et donc, ceux qui se sont sucrés sur le dos de la Sotoko, nous les connaissons, c'est les mêmes personnes. Alors, on n'a pas fait l'état des lieux aux gens. On s'est levé un matin, on nous a dit, bon, ben, la Sotoko ne marche plus, nous la privatisons, non, nous changeons de nom, on crée une nouvelle société. On ne nous a pas dit, bon, ceux qui ont géré par le passé, on fait le bilan, est-ce que c'est bien géré, c'est pas bien géré, est-ce qu'il y a eu un audit, est-ce que les gens sont passibles de poursuites? On ne nous a rien dit. Donc, on a créé la NSCT, j'ai toujours du mal à la prononcer, et on nous dit, cette fois-ci c'est pour de bon, c'est pour un bon bilan. En 2009, c'est en 2009 qu'elle a été créée et qu'on doit atteindre tel objectif. Et 11 ans après, on revient pour nous dire, la NCT n'a pas été bien gérée, elle n'a pas atteint les objectifs, alors nous avons décidé de nous en séparer. L'État a décidé de céder les 51% de ses actions, non 60%, l'État avait 60%, les cotonculteurs avaient 40%, donc l'État a décidé de céder les 51% de ses actions à Olam, qui est un groupe singapourien, c'est pas indien, singapourien, très connu, de réputation sulfureuse, peut-être on en parlera. Et bon, voilà, tout a été fait dans la discrétion, et puis un matin comme ça, on convoque les députés, et puis bon, 2 ministres vont à l'Assemblée, font un discours, et puis les députés lèvent le doigt et disent, bon, nous vous donnons l'accord d'aller vendre la société. Mais c'est quand même scandaleux, c'est des bijoux de famille. C'est des bijoux de famille, et les bijoux de famille, on ne les vend pas comme ça. On ne se lève pas du jour au lendemain pour brader les bijoux de famille parce qu'on a tel ou tel problème. Si ces sociétés ne sont pas bien gérées, alors il faut situer les responsabilités. S'il y a eu des détournements, il faut arrêter les gens. S'il y a eu des fonds qui sont perdus, il faut faire l'état des lieux. On sait très bien que tous ceux qui ont géré la Sotoko, d'abord le fameux Ayasso de la CENI, comment vous appelez son petit nom, celui qui a proclamé les faux résultats, Tchampako Ayasso, mais c'est eux, c'est ces gens-là qui ont pillé la Sotoko. Il en fait partie. Et voilà. Et donc, ça veut dire qu'on ne l'a pas mis à la CENI par hasard. On l'a mis à la CENI parce qu'on savait que, bon, voilà, c'était un kleptomane et il est spécialiste en ça. Et donc, on ne nous a rien dit. Et on balance comme ça la Sotoko. Et puis, bon, les députés applaudissent pour dire que, oui, le gouvernement leur a présenté quelque chose d'ambitieux. Le nouveau venu va moderniser l'outil de production, va faire ci, va faire ça. Mais les paysans qui produisaient le coton depuis des années là, et qui avaient atteint un certain nombre de kilos de production, de tonnes de production, c'est quoi l'outil de production qui s'utilisait avant et que c'est Olam qui doit nous apporter ça? Vous comprenez que tous ces arguments, c'est des histoires à dormir debout. Les gens sont allés certainement chercher des amis à eux qui sont porteurs de leurs propres actions, cachées, en nous disant oui, ce sont des étrangers, parce que les Togolais ne gèrent pas bien, il faut aller chercher les étrangers. Si les Togolais ne gèrent pas bien et qu'il faut aller chercher les étrangers, autant nous ramener au temps de la colonisation. Parce que quand même, ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. Si nous ne sommes pas capables de gérer nos propres maisons, il faut ramener l'étranger, totalement les Blancs, pour que les Blancs nous réapprennent à gérer nos biens. Donc moi, franchement, je suis très scandalisé par cette vague de privatisation. C'est vrai que ce sont les exigences des institutions de Bretton Woods. Vous savez toute l'histoire de l'ajustement structurel depuis les années 70, qui ont créé tant de misère en Afrique, qui ont fait tant de dégâts, disloqué les familles, les couples. Vous avez vu tous les hôtels qui sont tombés en faillite, Tropicana, Hôtel de la Paix, tous les grands projets qui sont tombés en faillite dans ce pays, Datia, Ganavé, Satal, Sorad, tout ça. Tout ça, c'est les exigences des partenaires en développement. Et aujourd'hui, beaucoup de familles, les gens sont restés, sont même partis sans leurs droits, beaucoup en sont morts, et nous reprenons le même cycle, comme si on n'avait pas appris
de tous les dégâts qu'on avait causés par le passé. Et là, je me pose vraiment la question sur ce que c'est que nos dirigeants et leur niveau de patriotisme pour nos pays. Vous ne trouvez pas que c'est parce que ceux qui sont à la tête de ces sociétés qui les pillent jouissent d'une impunité? C'est pourquoi on continue de privatiser ces sociétés? Exactement, le mot est lâché. Tout ça, c'est l'impunité qui encourage cela. Franchement, quand nous parlons de notre pays, nous en tant que patriotes, mais on se pose la question, si ceux qui prétendent nous dirigent sont des vrais patriotes, parce que vous ne pouvez pas comprendre que ce qui nous appartient à tous, un bien commun, quelques minorités, accaparent ce bien-là et le gèrent à leur manière. Dans mes analyses, je dis souvent que c'est un problème de légitimité. Et si vous voyez, nous prenons les sociétés d'État dont Ferdinand parlait tout à l'heure, si vous prenez les dirigeants, je vais encore m'attarder un peu sur M. Tchambakou Ayassor, ben, il a fait la Sotoko. Et vous-même, vous voyez l'état de la Sotoko maintenant. M. Tchambakou Ayassor, normalement dans un pays normal, doit répondre de ces actes-là qu'il avait posés au sein de la Sotoko. Vous comprenez? Mais la question fondamentale, c'est que à qui profite le pays? C'est ça. Si vous interrogez un directeur de société, une société qui a été mise en faillite, le directeur va vous dire maintenant que l'argent là, il a pris pour faire la campagne, ou l'argent là, il a pris pour entretenir les ministres. Ça, je vous le dis. Ou l'argent là, il a pris pour organiser le vote dans des bureaux de vote, ou aller corrompre des gens dans des campagnes et autres. Donc, c'est un problème de légitimité. Nous devons libérer le jeu. Tout doit commencer par là. Si vous êtes réellement élu, vous êtes réellement élu et vous êtes à la quête du résultat. Vous êtes à la quête du résultat et à la fin, on va vous sanctionner. Mais vous serez obligé d'assainir votre allant. Vous comprenez? Les gens ne sont pas élus. Les gens qui proclament des résultats avant la compilation des résultats. Ben, vous voyez, on ne peut que vivre des choses comme ça. Le problème de mal-gouvernance dont on fait cas ici maintenant, tout ça là, a sa source dans les élections présidentielles. Si on arrive à régler ce problème d'élection, on corrige, on arrive à arrêter le hold-up électoral, je vous dis que le népotisme, la gabégie et tout ce qu'on connaît va cesser. Ça va cesser. Si vous mettez quelqu'un, par exemple le directeur de société, et effectivement l'argent il a pris pour faire campagne pour vous, l'argent il a pris pour aller corrompre des gens, l'argent il a pris pour aller acheter des consciences, l'argent il a pris pour aller soudoyer et quelques compatriotes soi-disant opposants, dites-vous que nous allons vivre que des choses comme ça. Et vous ne pouvez pas sanctionner ces gens de personnes. Parce que c'est à vous que cette situation-là profite. Nous n'avons plus d'usine en tant que tel au Togo. Société d'État non plus. Si nous prenons le Sotoima, ce sont des sociétés qui font la fierté du Togolais. Qui sont ces sociétés-là. Allons par exemple au Grand Marché de Lomé avec les Nana Benz. Nous, à l'extérieur du Togo, mais on se moquait de nous à cause des Nana Benz. Si on veut parler du Togo, on dit ah vous les Nana Benz. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ces Nana Benz? Non. On parlait de Sotoko. Sotoko, quelle sera la fin? Et comment on appelle? Je parle du coton. La fin du coton. Ça doit aboutir sur confectionnement ou bien fabrication de tissus, ou bien des t-shirts, tout ça là. Est-ce qu'on arrive à le faire ici? Non. Non. Et je voudrais vous dire que si nous prenons les nanabens dont je parlais tout à l'heure, ces nanabens là, il y a des catégories de pagnes. Il y a certains pagnes, c'est seulement au Togo que vous allez retrouver ça. Mais je vous dis,
Ces pagnes-là ne viennent plus au Togo. Ces pagnes-là, vous les retrouvez au Bénin. Nos mamans quittent le Lomé pour aller s'en procurer au Bénin. Mais c'est quel système de gouvernance? Ça, je ne le sais pas, je ne comprends pas. Franchement. Donc, nous devons impérativement repenser à notre patriotisme, notre sens du patriotisme. Il faut un retour à la source. C'est vrai, les gens le disent. Je ne sais pas au nom de quoi vous allez constater certaines dérives qui sont impardonnables dans certains pays. C'est impardonnable. D'abord, pour faire la politique, il faut être un patriote. On vous met à la tête d'une société d'État, vous devez bien gérer ça et rendre compte. On vous donne, même si vous êtes balayeur de rue, balayez bien la rue. Ce qu'on vous donne de faire, il faut le faire et bien. C'est comme ça. Mais je l'ai dit, si nous restons comme ça, ici, nous dénonçons, nous allons continuer à dénoncer. Mais si nous ne mettons pas à ça, et si vos partenaires en développement ne laissent pas leurs intérêts mesquins et nous aident à sortir de ce cercle infernal-là, je vous dis que nous allons être la risée de la solution, comme on l'était. Donc, le problème des sociétés, ça a sa source au niveau des élections frauduleuses. C'est le problème de légitimité. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci Coco. Vous êtes d'accord qu'il y a quelqu'un qui souffre de légitimité quelque part, que ces problèmes, ces crimes économiques se répètent dans le pays? Oui, c'est lié. C'est lié, il a bien fait de le lier à la légitimité. C'est parce que les gens ne sont pas légitimement élus, ne sont pas légitimes à la tête de nos pays, que parfois ils sont obligés d'aller s'allier avec des groupes prédateurs de l'extérieur pour venir gouverner nos pays. Si on fait par exemple aujourd'hui l'état des lieux, pour ceux qui nous suivent, nos phosphates qui ont tant détruit la région Lac-Mine et tout ça, qui ont pollué la mer, qui créent la misère partout dans cette zone-là, l'une des zones les plus densément peuplées en termes de population au Togo ici. Ces phosphates ont enrichi une minorité, un groupuscule, des individus qui sont du régime. Certains ont acheté des appartements qu'ils ont laissés en France, plus personne ne dort dedans. Ils ont mis des comptes, garni leurs comptes un peu partout. Alors, les phosphates aujourd'hui ne sont, quand vous voyez sur le papier, on dit les phosphates, l'État togolais est actionnaire à 100%, mais les phosphates sont gérés par les Israéliens et les Indiens, qui ont des bureaux à la présidence de la République, donc gérés directement par la présidence de la République. À qui ils vendent ça, à qui ils font les comptes, personne ne sait rien. Mais on viendra vous dire que bon, il y a eu faillite. Et nous avons notre confrère Abi Alpha qui dit souvent que on vend le sable et puis on fait faillite. Vous voyez, et donc les phosphates sont israéliens, indiens. Vous prenez le calcaire. Les calcaires sont quoi? Simtogo et Scanmin Togo, ça c'est le groupe Edelberg allemand. Ils sont en train de faire des dégâts dans la zone de Tablibo là-bas, prendre les terres aux gens, détruire l'environnement, couper les arbres. Les gens ne savent même plus où ils vont rester pour cultiver. Vous avez Wassem, qui il y a 5 ans ou combien d'années, il y a eu des problèmes là-bas, ils ont refusé d'indemniser les victimes. 2015. Ouais, 2015, ça fait 5 ans. Donc Wassem qui pollue totalement la ville de Tabligo. Et donc tous ces minerais ne nous appartiennent pas. Vous avez le marbre qui est quelque part vers Blita ou Pagala, où on a remis ça à des individus qui ont pris de l'argent, la BOAD, 100 milliards. Ils ont fait la fête avec l'argent ici, acheté de grosses voitures. Et puis un matin, ils ont disparu. La carrière est totalement abandonnée et les dettes sont dans les banques parce que c'est l'État togolais qui a cautionné ce prêt. Vous avez les banques qui ne sont plus togolaises. Au moins 2 ou 3 banques ici sont marocaines. Vous avez la BIA, vous avez la BOA, vous avez, je ne sais plus, la 3e marocaine. Vous avez la BESIC, Coris Bank, BESIC libyenne, Coris Bank burkinabé et tout ça. Et les 2 dernières banques qui nous restent, ils sont en train de vouloir les vendre, tellement elles sont pourries que personne ne se presse de les acheter. Et pourtant, ces banques ont eu leur renommée grâce à Nounanabez. Parce que quand les gens parlent de gestion, on dit oui, il faut aller chercher l'étranger. Les femmes qui étaient au grand marché, il y a
il y a très longtemps, qui allait en Hollande, qui allait en Indonésie, qui allait, je ne sais pas, en Europe. Beaucoup n'ont pas un niveau d'instruction assez élevé, mais elles faisaient du commerce, elles engrangeaient des bénéfices énormes, elles faisaient la fierté du Togo. Ce sont ces femmes qui faisaient tourner toutes ces banques-là, BTD, UTB, BTCI. Ce sont ces nanabins. Aujourd'hui, on a affaibli les nanabins au grand marché de Lomé pour des raisons politiques. On a livré le grand marché aux étrangers, Nigériens, Burkinabés et tout, qui ont pris le marché chinois, tout ça. Et c'est un gros problème qu'il faudra régler demain, hein, parce qu'on ne pouvons pas rester dans notre pays et pour des raisons politiques, vous allez livrer le poumon de l'économie aux étrangers. Moi, je ne suis pas xénophobe, mais on ne voit pas ça on ne voit pas ce comportement dans un pays en Afrique de l'Ouest ici. Nous devons être d'abord patriotes. Et donc, les banques ne sont plus togolaises. Les télécommunications sont devenues malgaches marocaines, puisque Move, on a vendu depuis marocaine. Et puis, Togo Télécom, Togocel ont été vendus récemment à ces soi-disant groupes malgaches. On ne sait pas qui se cache derrière effectivement ces gens-là. Il y a pas mal de problèmes à Togocom aujourd'hui. Et puis bon, on vient de céder la Sotoko aux Singapouriens, le groupe Olam qui est de réputation sulfureuse. Je viens de le rappeler parce que ces gens, il y a quelques années, ont voulu déverser ici 18 000 tonnes de riz pourri. Hein? Et c'est la presse qui a fait le combat pour que ce riz ne soit pas déversé dans ce pays. Après, ils sont allés en Guinée, les Guinéens ont refoulé le riz, et le riz est tombé, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ça a créé un scandale en Côte d'Ivoire, et c'est ces individus-là qui voulaient nous vendre un riz avarié qu'on nous présente comme un groupe sérieux, partenaire stratégique, à qui on vend aujourd'hui les 51% des actions de l'État au niveau du coton. Et on nous dit, oui, ils vont moderniser l'outil et tout et tout. Ceux qui sont les femmes des barons, hein, les femmes, il y a des dames ici qui sont des maîtresses de la République, qui ont pris de gros marchés à la Sotoko de livraison d'engrais, qui n'ont jamais livré ou qui ont livré à moitié ou qui ont livré de mauvaise qualité, mais que l'État a payé. Rendant ces femmes-là millionnaires ou multimilliardaires. Parfois, c'est le ministre même de l'Agriculture qui accompagne ces femmes-là dans les banques pour servir de caution pour qu'on puisse donner les marchés, on puisse faire du crédit à ces dames-là pour commander les engrais. Et donc, on ne fait pas de l'état des lieux et on vend ces sociétés. Alors, on apprend que la société aussi est sur le chemin parce que il y a les Français qui tournent autour. Le groupe EDF, d'ailleurs, c'est un des gars du groupe EDF qu'on a balancé à la tête de la société il y a quelques jours. Et donc, peut-être que la société sera le prochain bijou de famille qu'on va céder aux étrangers. Et finalement, les Togolais font quoi dans tout ça? Les Togolais, ils font des bidons. Olé là même, c'est les Chinois qui ont amené les motos. Donc, tout ce que les gens font dans la rue là, c'est le Chinois qui fait partie de l'argent en Chine. Donc, les Togolais, ils sont réduits aux émidiants. Ils sont dans les cabanes en train de boire du sorabi. Ils sont en ville en train de faire le portefeuille pour tous ces Indo-Pakistanais qui ont pris Goiscore, S3G et tous les grands magasins qui sont là et qui vendent les carreaux, tout le matériel de construction. Ce sont les Togolaises qui font les portefeuilles là-bas. Et puis bon, le reste des Togolais, ils sont dans l'armée, en train de frapper leurs frères, ils bombent le torse, ils lancent les gaz lacrymogènes. Et ceux qui sont dans l'administration, ils signent les papiers, ils sont contents, ils volent quelques petites dizaines de francs, 100 000, 200 000, 1 million, ils font des prêts pour construire les maisons, qui n'arrivent pas à payer, ils meurent. Et on est fiers d'être Togolais. À un moment donné, il faut arrêter la gabégie. Il faut siffler la fin de cette pagaille-là. Nous n'avons pas de dirigeants patriotes. Il faut avoir le courage de le dire. Les gens ont pris le pays, ils sont en train de faire du business avec le pays, en se cachant derrière des soi-disant investisseurs, qui sont des porteurs de leurs propres actions, et ils vendent le pays. Et je ne sais pas qu'est-ce que les Togolais attendent pour réagir. Je ne sais pas si on attend qu'on commence par vendre les tombes de nos grands-parents, qu'on commence par vendre les cimetières, pour que les gens se réagissent. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, il y a un système d'accaparement des terres qui inquiète. Les gens ne sont pas parfois au courant. Et l'accaparement des terres dans les villages à l'intérieur du pays se fait de deux manières. Il y a la minorité
qui a de l'argent, hein, les gens qui ont volé l'argent, ils sont à la tête de nos pays et de notre pays. Ils ne savent pas dans quoi recycler l'argent. Ils achètent des centaines d'hectares, pardon, dans les villages, 1000 hectares, 2000 hectares pour un seul individu. Ils font les immatriculations. Et vous avez ensuite les groupes, les multinationales, les Chinois, les Indiens, qui vont à l'intérieur du pays acheter des centaines d'hectares, soi-disant qu'ils veulent faire des grands projets. Ils immatriculent ces terrains-là en leur nom et ils empêchent même les paysans d'aller cultiver sur ces terrains-là. Et donc nous devons quand même prendre conscience que notre pays, nous sommes en train d'être dépossédés de notre propre pays et on doit réagir. Et moi, j'interpelle tous les Togolais. La dernière fois j'étais sur une radio, j'ai interpellé les hommes d'affaires togolais, les gens qui sont dans le patronat, la chambre du commerce, qui sont tous du régime uni. Ouais. Pourquoi quand on veut vendre les sociétés, on ne demande pas eux leur avis pour savoir si eux ils peuvent prendre des actions dans ces sociétés? Vous allez au Ghana aujourd'hui, un pays que je visite souvent, où j'ai de la famille, j'ai des gens, mais au Ghana aujourd'hui il y a une politique, vous ne pouvez pas venir prendre des choses au Ghana sans qu'on vous impose de gagner dans l'actionnariat. Forcément. Parce que ça, c'est le côté patriotisme de la chose. Mais aujourd'hui, les gens prennent les sociétés. Quand est-ce que nous allons fabriquer nos Dangote? Tant que les Togolais ne vont pas fabriquer les Tony et Lumelou au Togo, quand est-ce que nous allons fabriquer les Eboma Fissi? Quand est-ce que nous allons fabriquer les Kanazoué ici? Vous avez vu là, ils ont vendu comment ils appellent ça? L'abattoir, ONAF. Oui. Les gens ne le savent pas. Quand vous passez là, au niveau de Simtogo, là, on est en train de faire des travaux au niveau de l'ONAF là, et l'abattoir. Qu'on veut déplacer maintenant l'abattoir vers Adétikopé. Et ils ont cédé toute cette zone à Kanazoué qui veut construire une cimenterie. Ils sont en train de construire actuellement une cimenterie et l'abattoir doit être déplacé. Alors comment se fait-il qu'on vend tous les bijoux de famille? On ne nous informe même pas. Les bijoux qui appartiennent à tous les Togolais, vous vous levez un matin, on vous dit oui, un Zamarmara a pris une partie, un Indien a pris une partie, un Singapourien a pris une partie. Et nous-mêmes les Togolais, nous sommes devenus des mendiants dans notre propre pays. Pour manger 2 fois par jour, les gens doivent se battre. Les gens, pour manger même une seule fois, les gens doivent demander à leurs frères avant de manger. Donc je pense que c'est tout ça qui doit nous réveiller. Et malheureusement, nous n'avons pas une société civile, des organisations politiques assez fortes pour porter le débat sur la question des privatisations et le bradage de nos biens. On en parle 2 jours et puis tout le monde disparaît. Et bon, les gens attendent que la prochaine élection pour agiter l'espace politique. Donc je pense que c'est sur des questions, ces questions-là, nous devons vraiment poser le débat et demander les comptes à nos dirigeants. Qui vend quoi, à qui et pourquoi? Et pourquoi vous les vendez? Est-ce qu'il n'y a pas des Togolais pour pouvoir gérer ça? Vous savez, on vient de parler des hôpitaux. Vous avez vu la vidéo qui a tourné sur Internet là, avec les matelas là? Et ces matelas qu'on ne peut même pas donner à des réfugiés dans un camp de réfugiés. Vous avez vu l'état des matelas. Mais vous savez qu'il y a des Togolais qui sont à l'extérieur, dans la diaspora, qui ont des relations, qui veulent faire venir des lits d'hôpitaux, qui veulent faire venir des matelas qui sont acceptables pour équiper nos hôpitaux gratuitement. Mais on leur fait des tracasseries douanières. Ou quand ces gens-là veulent arriver, on leur dit de payer. Alors que nous n'avons pas les matelas dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux. Les gens sont en Europe, qui sont des Togolais, qui sont patriotes, qui sont prêts à convoyer par des conteneurs de matériel récupéré en Europe, qui ne sont pas des matériels vétus, mais qui peuvent être encore utilisés chez nous ici. Mais arrivés au port, on leur crée toutes les tracasseries, alors que ces gens-là ne viennent pas pour vendre. Ils viennent pour faire des dons à nos hôpitaux. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous vous posez la question de savoir ceux qui gouvernent ce pays-là. Ils gouvernent le Togo comme s'ils ont gagné une guerre et qu'ils sont sur un territoire d'occupation. C'est-à-dire que ce n'est pas leur pays. Ils ont gagné une guerre sur des ennemis. Donc, ils ont pris le pays. Ils sont en train de l'exploiter comme ils veulent. Le jour où, ils auront perdu le pays, ils vont repartir. J'ai le sentiment que c'est la mentalité qui prédispose à la gouvernance que nous avons actuellement. Et c'est très dangereux parce qu'ils sont en train de créer des problèmes que demain, nous aurons toutes les difficultés à régler. Merci beaucoup, Ferdinand. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose à ce que Ferdinand disait tout à l'heure. C'est vrai. Je vais vous demander d'aller au grand marché et voir comment est-ce que nos compatriotes souffrent. Je vous dis, presque ce régime a mis toute la couche sociale de notre pays dans la souffrance. Les personnes du 3e âge, vous les voyez encore au marché en train de vendre. Vraiment, ça fait pitié.
Allez, sortez dans les rues, le soir, autour de 20h, 22h, vous allez voir des mineurs qui se prostituent. Alors, mais Coco, pourquoi Lomé est devenu un si grand marché? Quand on parle des villes, de comment est-ce qu'on vit en ville, le Premier ministre Edem Kodjo à l'époque avait dit Lomé, la capitale, ne peut pas être un marché sans fin. Les gens l'ont insulté, les gens l'ont critiqué, mais il a raison. Une capitale, une ville, il y a toujours des normes. Mais aujourd'hui, la pauvreté faisant que les gens n'ont rien à manger, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crée des bars. Les gens mettent même les conteneurs, les boutiques conteneurs partout dans les rues. Ils occupent les trottoirs. C'est à ça que les Togolais sont réduits aujourd'hui. Pendant que les étrangers ceux qui se sont alliés au régime aujourd'hui sont en train de brasser des milliards dans notre propre pays, pendant que les Togolais sont devenus des esclaves dans leur pays. Vous allez au grand marché, nos mamans sont obligées aujourd'hui de louer les boutiques chez des Chinois et les Nigériens. C'est pas possible. Il faut remettre tout ça à sa place. C'est pas possible. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Et donc, c'est pour apporter de l'eau au moulin de coco. Donc, quand vous faites un tour dans la ville de Lomé, même les endroits où on ne doit pas vendre, on vend partout. Chaque maison aujourd'hui ouvre une boutique sur la rue pour vendre quelque chose et espérer que le soir, on peut manger. Maintenant, le reste, c'est la diaspora qui paie le prix et qui paie la différence. Il faut que les gens, dans chaque famille où quelqu'un est en Europe, il faut chaque jour envoyer des Western Union pour supporter la famille au pays. Quand quelqu'un est malade, il faut envoyer de l'argent. Avant, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, les gens de la diaspora n'étaient pas aussi harcelés. Aujourd'hui, avec WhatsApp, quelqu'un aux États-Unis, il est en Australie, il est je ne sais pas où, le matin, il se lève, il voit l'audio de sa maman qui lui dit mais je n'ai rien à manger ou bien je suis malade, j'ai fait, ma tension est montée. Il court pour aller, je ne sais pas, dans un truc de Western Union pour envoyer l'argent à la famille. Vous voyez, et donc, c'est la diaspora qui paie aujourd'hui ce lourd prix de cette gouvernance catastrophique cette gouvernance catastrophique qu'on nous a imposée dans le pays en nous privant de nos propres richesses au profit des étrangers. Nous devons à un moment donné dire ça suffit comme ça. Oui. Et ça c'est vrai, et il faut que la jeunesse aussi puisse prendre sa responsabilité. Vous ne pouvez pas être une jeunesse dynamique et vous retrouvez tous les soirs dans les bars ou dans les vidéoclubs pour regarder des matchs. Dans les clubs de Lonato. Voilà, dans les clubs de Lonato. Maintenant, ce sont les femmes qui jouent Lonato. Les femmes jouent Lonato plus que les hommes. Ça c'est sûr, c'est vrai. C'est le constat, c'est vrai. Les femmes jouent Lonato plus que les hommes maintenant. Tout le monde, maintenant, vous voyez, cette situation, sincèrement, c'est alarmant. C'est très alarmant. Il faut qu'on puisse changer le mode de vie de nos concitoyens, élever un peu le niveau de vie des Togolais. Je l'ai dit tantôt, allez au grand marché, vous allez voir les personnes de troisième âge, normalement qui doivent être dans des maisons de retraite, pour se reposer, vous les voyez en train de vendre encore au grand marché. Est-ce que c'est normal ça? On ne dirige pas le pays comme ça. Ça, nous le disons, changeons le gouvernement. Changeons la gouvernance de ce pays. Il faut réorienter comment on appelle, la gouvernance du pays au profit des Togolais. Nous ne pouvons pas vivre dans notre pays comme si nous sommes à l'étranger. Chaque maison, comme l'a dit Ferdinand tout à l'heure, vous allez voir, il y a des boutiques ou des cafétérias durant chaque maison. Pourquoi? Parce que les gens veulent survivre. C'est impossible. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, soi-disant, et qu'on a des patriotes qui dirigent ce pays comme ça. Non, regardez, je parlais tout à l'heure des mineurs qui se prostituent dans les rues de Lomé. Ça, c'est une réalité. Et toute la couche sociale est en activité. Enfants, jeunes et vieillards. Ce n'est pas sérieux. On ne construit pas un pays comme ça. Donc, nous demandons à la jeunesse de prendre sa conscience, à la jeunesse de prendre sa conscience, d'agir sur des choses pour que les choses puissent évoluer dans notre pays. Nous voulons vivre, nous ne voulons pas survivre. En tout cas, nous sommes dans notre pays. Il faut qu'on puisse nous donner ce qui nous doit revenir de droit. C'est tout. Merci beaucoup, Coco. Merci le gouverneur. Élever le niveau de vie de la population. Fin de cette première partie de cette émission. Nous revenons bientôt.